Madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes entre nous. Notre-Dame du Sacré-Cœur de Dax, Notre-Dame de Garaison, Saint-Pierre de Relecq-Kervon, Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine, Notre-Dame de Bétharram bien sûr, mais également le Bon Pasteur d'Angers, Saint-François-Xavier du Staritz ou encore Riaumont à Liévin. Autant de noms d'établissements qui résonnent à nos oreilles comme autant de résurgences d'un passé ancien, mais dont l'actualité nous rappelle que les raisons pour lesquelles ces établissements remplissent encore les colonnes de nos journaux demeurent. Dans le sud-ouest, en Île-de-France, en Loire-Atlantique, en Bretagne, des collectifs de victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, dans des établissements d'enseignement, ont vu le jour et se sont organisés pour structurer la parole et porter la voix des victimes. À travers ce débat, à l'initiative du groupe socialiste, mes collègues et moi-même souhaitons poser la question de la protection des enfants, de tous les enfants, à travers celle des contrôles des établissements scolaires privés sous contrat et hors contrat. Incontestablement, durant des années, l'État a failli. Au-delà des révélations dans le cadre de l'école, les espaces au sein desquels les violences s'exercent sont nombreux. Je pense par exemple au champ du soin et de la médecine, dont le procès de Joël Le Squarnec et les horribles récits d'audience mettent en évidence l'absence de réformes structurelles pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Tel est le sens de l'initiative prise par le collectif des victimes de l'ancien médecin qui ont saisi vos collègues de la justice et de la santé, Madame la Ministre, le 19 mai dernier, afin de réclamer la mise en place d'une commission interministérielle. Comme pour les établissements scolaires, les témoignages des victimes mettent en évidence une longue chaîne de défaillances collectives. Dans le champ de l'éducation, comme dans celui de la santé, tout est effectivement affaire de volonté politique, car l'État peut agir. Encore faut-il qu'il le veuille et qu'il s'en donne les moyens. Nous avons été nombreux à déplorer, par exemple, l'absence de nomination au gouvernement d'un ou d'une ministre en charge de l'enfance et de la protection de l'enfance. Certes, la nomination récente d'une haut-commissaire à l'enfance a été actée, mais elle apparaît néanmoins comme une réponse sparadrap dans le contexte que nous connaissons et que je décrivais encore il y a quelques instants. Il y a 1 an et demi, les socialistes posaient déjà la problématique des contrôles des établissements privés sous contrat. À l'époque, votre prédécesseur annonçait le recrutement de 60 postes supplémentaires pour effectuer des contrôles. Il aura fallu l'existence d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour avoir l'information qu'il s'agissait en fait de 30 ETP en 2025 et 30 en 2026, 20 pour le premier degré et 10 pour le second degré. Cela est bien insuffisant compte tenu des besoins, d'autant que le corps des inspecteurs n'échappe pas au déficit d'attractivité commun aux autres corps de l'éducation nationale. Il y a en effet 60 postes vacants à ce jour. L'État, comme puissance régulatrice, doit agir. C'est la raison pour laquelle les sénateurs socialistes sont une nouvelle fois à l'initiative avec le dépôt d'une proposition de loi afin de faire évoluer le cadre législatif et d'encadrer l'accueil des élèves dans les établissements d'enseignement privé en garantissant le respect de certaines exigences relatives à la pédagogie, à la sécurité ou encore à la salubrité, sans oublier la lutte contre de potentiels conflits d'intérêts. En ce sens, je veux revenir brièvement sur les 3 axes de cette proposition de loi articulée autour des priorités des socialistes. Ce sont ces priorités que nous souhaitons verser au débat au service de la seule protection de l'enfance, de la seule protection de tous les enfants de notre pays. Tout d'abord, nous proposons de conditionner l'ouverture des établissements d'enseignement privé hors contrat, actuellement soumis à une simple déclaration, à un régime d'autorisation. Il s'agit d'empêcher l'ouverture d'établissements ne respectant pas certaines conditions de bien-être pour les élèves. À titre d'exemple, l'ouverture d'un établissement scolaire sans cours de récréation est aujourd'hui possible, malgré l'opposition des élus locaux face à une atteinte manifeste au bien-être des élèves. Cela ne doit plus être possible. Ensuite, il s'agit de renforcer le contrôle annuel des établissements privés en précisant la portée de celui-ci, à savoir l'évaluation des conditions matérielles d'accueil des élèves. De même, les personnels de direction, les enseignants, les agents d'entretien, qu'ils soient agents publics ou salariés de droit privé, doivent être soumis à l'examen de leur honorabilité avant d'être mis en contact avec des enfants. Comme cela a été fait dans le domaine du sport, après le vote de la proposition de loi de notre collègue Sébastien Pla, devenue désormais loi et pour laquelle un décret d'application est toujours attendu 1 an après le vote. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette absence de décret sur un sujet aussi majeur ? Les sénateurs socialistes proposent par ailleurs d'inscrire l'obligation pour tout membre du personnel
qu'il soit enseignant ou non d'un établissement scolaire, lorsqu'il a été témoin d'un fait ou d'un comportement déplacé envers un élève, de saisir l'autorité académique. En contrepartie, afin d'éviter tout effet boomerang, cette saisine entraînera de facto la protection en tant que lanceur d'alerte. Enfin, parce que nous sommes soucieux de cohérence, beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de nos débats autour de la mixité sociale et scolaire dans les établissements. À cette occasion, nous proposions déjà de rendre public l'origine, le montant et la nature des ressources attribuées aux établissements d'enseignement privé. À l'heure où l'exigence de transparence est forte, notamment par rapport à l'utilisation de l'argent public, nous réitérons l'importance d'une telle mesure. Elle est d'autant plus pertinente que l'opacité qui nous a été donnée maintes fois de pouvoir constater ne permet malheureusement pas de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts. Mes collègues Yan Chantrel et David Ross reviendront largement sur l'état d'esprit de responsabilité qui anime le groupe socialiste s'agissant de l'effectivité et de l'amélioration des contrôles dans les établissements scolaires. Je veux terminer ce propos introductif en rappelant finalement le pourquoi de ce débat de contrôle. Nous l'avons choisi dans le cadre de nos prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement afin de permettre l'expression du Sénat sur un sujet si essentiel. Nous demandons depuis longtemps qu'à l'instar de l'Assemblée nationale, le Sénat se dote d'une délégation aux droits des enfants. Nous avons demandé qu'une commission d'enquête soit organisée sur les violences au sein des établissements scolaires. Pensez que nous n'avons même pas eu, au sein de notre commission éducation, le moindre débat, la moindre audition sur ces scandales qui font la une des journaux, de la radio, de la télévision, tous les jours, partout sur le territoire. Alors, mes chers collègues, je suis très sincèrement convaincue que la protection des enfants est une cause plus grande que nos divergences politiques. J'espère qu'elle saura nous rassembler en nous permettant d'être à la hauteur des enjeux. C'est en tout cas à cela que je nous appelle collectivement. Les sénatrices et les sénateurs socialistes, pour leur part, ne se déroberont pas et participeront à chaque instant, à chaque moment, à chaque fois qu'ils en auront la possibilité, à ces débats pour que la protection de tous les enfants dans notre pays soit effective et réelle. Les enfants le méritent. Le groupe socialiste a proposé ce débat sur les politiques de protection des élèves dans les établissements scolaires, notamment du privé, et sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre de ces protections, parce que l'actualité a montré l'urgente nécessité que ce débat ait lieu dans cet hémicycle. L'affaire Notre-Dame de Bétharram a agi comme un électrochoc. Plus de 200 anciens élèves ont porté plainte pour des faits de violence physique, psychologique et sexuelle s'étalant sur plusieurs décennies. Cette intolérable actualité touche toutes les Françaises et tous les Français dans leur chair, soit qu'elle fasse remonter des souvenirs douloureux de leur enfance, soit qu'elle nourrisse chez les parents la suspicion ou la crainte vis-à-vis des institutions auxquelles ils confient leurs enfants. Elle questionne aussi plus profondément la responsabilité des autorités sur ces faits longtemps tus qui émergent aujourd'hui au grand jour et nous oblige à une réponse politique forte et globale. Ces révélations montrent que les abus et les violences ne sont pas des cas isolés, mais qu'ils relèvent d'un problème systémique. Nous avons le devoir, en tant que législateurs et puissance publique, de garantir à toutes les familles que leurs enfants soient accueillis partout et tout le temps dans un environnement bienveillant et propice à leur épanouissement. Ma collègue Colombe Brossel a déjà longuement rappelé les faillites de l'État dans cette tâche, notamment à exercer des contrôles dans les établissements scolaires privés sous contrat et hors contrat. Il n'est ni acceptable ni compréhensible pour nos compatriotes que l'école Notre-Dame de Bétharram n'ait fait l'objet d'aucune inspection depuis 1996. Le rapport d'information sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat, déposé en avril 2024 à l'Assemblée nationale, avait déjà mis en exergue la quasi-absence de contrôle opéré dans l'enseignement privé sous contrat. Un rapport de la Cour des comptes de juin 2023 précisait que le contrôle pédagogique est exercé de manière minimaliste, le contrôle administratif n'est mobilisé que ponctuellement lorsqu'un problème est signalé, et le contrôle financier n'est pas mis en œuvre. La loi Debré prévoit pourtant dans son article 1er, comme ça a été rappelé,
Comme corollaire du contrat d'association et de la prise en charge des frais de fonctionnement des établissements privés par l'État, que l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. Alors que l'enseignement privé sous contrat est financé à hauteur de 75 % par la puissance publique, il ne rend aujourd'hui pratiquement aucun compte à l'État. Nous nous réjouissons de vos annonces en la matière, Madame la Ministre, mais un plan de renforcement des contrôles avec 60 inspecteurs supplémentaires, est-ce bien suffisant ? Un objectif de 40 % des établissements privés sous contrat inspectés d'ici 2026, est-ce bien réaliste avec si peu de moyens ? Au-delà même de l'exercice de ces contrôles, à quoi aboutiront-ils, Madame la Ministre ? En décembre 2023, l'État n'avait pas hésité à mettre fin au contrat liant le lycée lillois Averroès à l'État. 20 ans après sa création, l'État avait ainsi cessé de le subventionner à partir de la rentrée 2024. Cette décision, aujourd'hui retoquée, faisait suite à un avis favorable émis par une commission consultative présidée par le préfet du Nord, qui lui reprochait des irrégularités de gestion et des enseignements qualifiés de contraires aux valeurs de la République. Les abus et violences physiques, psychologiques et sexuelles révélés à Notre-Dame de Bétharram ne sont-ils pas contraires aux valeurs de la République ? Qu'est-ce qui peut justifier que le contrat qui lie cet établissement à l'État ne soit pas remis en cause ? Si des manquements graves étaient découverts lors de nouveaux contrôles que vous avez annoncés, les contrats d'association ou le financement de ces établissements seront-ils remis en cause ? Et si oui, selon quelle procédure ? Nous demandons davantage de transparence sur ce sujet, comme c'est le cas par exemple au Royaume-Uni. Dans ce pays, lui aussi touché il y a quelques années par des scandales de violence et de pédocriminalité à répétition dans des établissements scolaires, le ministère et un organe de contrôle indépendant ont été mis en place avec des critères stricts de protection auxquels tous les établissements scolaires, sans exception, doivent se conformer. J'en viens désormais à un deuxième sujet d'inquiétude. Sur le fonctionnement des établissements scolaires privés, mis en exergue par les scandales à Notre-Dame de Bétharram, Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine, Sainte-Croix-des-Neiges en Haute-Savoie ou l'Immaculée Conception à Pau. Si la violence des adultes a pu se perpétrer pendant si longtemps, c'est aussi parce qu'elle a eu lieu dans un milieu qui l'a favorisée, ou du moins ne l'empêchait pas. D'abord, un milieu social et culturel où les coups, les châtiments corporels, les humiliations, la violence gratuite et les rapports de domination étaient conçus comme partie intégrante de l'éducation. De ce point de vue, il était à la fois éloquent et choquant d'entendre le Premier ministre décrire, lors de son audition à l'Assemblée nationale, le 14 mai dernier, une claque comme un geste éducatif. Non, la violence n'est jamais éducative. Les châtiments corporels constituent une violation du droit de l'enfant au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine, de son droit à la santé, au développement, à l'éducation et de son droit d'être à l'abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il faut le dire et le redire, Madame la Ministre. Depuis la loi du 10 juillet 2019, il est fort heureusement inscrit au Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Or, si les abus et violences révélés aujourd'hui dans tous ces établissements ont pu perdurer aussi longtemps, c'est aussi que dans des milieux sociaux et culturels trop homogènes et recroquevillés sur eux-mêmes, il est plus facile de faire régner l'omerta, la loi du silence ou la peur du qu'en dira-t-on. C'est aussi l'entre-soi cultivé dans ces établissements privés qui est mis en cause par le scandale Bétharram, un entre-soi qui permet de faire contre-société, comme dans la communauté catholique intégriste Riomò à Liévin, par exemple, et d'échapper à toute observation extérieure et à tout contrôle. Un entre-soi qui permet de ne pas être confronté à l'altérité, à la différence, à ces autres qui viendraient questionner des pratiques que l'on perpétue parce que c'est la tradition, c'est l'habitude, ou parce qu'on a toujours fait comme ça. Madame la Ministre, lutter contre l'omerta qui entoure ces abus, c'est aussi lutter contre le séparatisme scolaire et de tout mettre en place pour favoriser la mixité sociale, la rencontre des milieux sociaux et culturels divers dans tous nos établissements scolaires.
Il y a 2 ans, nous avions organisé, à l'initiative de notre groupe, un autre débat de contrôle ici, à la suite de la publication justement des IPS des établissements scolaires sur toute la France. Nous avions souhaité parler du manque de mixité sociale dans nos écoles et de l'inquiétante ségrégation scolaire qui se mettait en place entre établissements. Un de vos prédécesseurs, M. Pape Ndiaye, avait alors conclu avec l'enseignement catholique un protocole d'accord décrivant une trajectoire et un plan d'action partagés en vue de renforcer la mixité sociale et scolaire des établissements d'enseignement privé sous contrat. Où en est-on aujourd'hui dans la mise en place de ce protocole ? Pouvez-vous nous donner des chiffres sur l'évolution des IPS et du taux de boursiers de ces établissements privés sous contrat ? Madame la ministre, nous sommes déterminés, au sein du groupe socialiste, à lutter contre les abus et les violences physiques, psychologiques et sexuelles en utilisant tous les leviers à la disposition de la puissance publique, parce que c'est la mission première de notre République que de protéger tous ses enfants. Merci d'avoir participé à ce débat, un débat cher au groupe socialiste, introduit par ma collègue Colombe Brossel et enrichi par l'intervention de Yan Chantrel, et un débat qui, bien sûr et heureusement, a concerné tous les bancs de l'hémicycle. Madame la ministre, si ce débat s'inscrit dans le cadre des prérogatives sénatoriales du contrôle de l'action du gouvernement, il fait aussi écho à vos annonces du 14 mai dernier, hasard du calendrier ou plus probablement anticipation judicieuse de notre groupe politique. Ainsi, vous appelez, je vous cite, à une refondation ambitieuse du système éducatif, en particulier concernant la santé mentale. Si les mesures que vous annoncez sont nécessaires, elles devront être soutenues budgétairement en conséquence. Augmentation des effectifs et des salaires des infirmières, des psychologues et médecins scolaires, nomination de 100 conseillers techniques départementaux en santé mentale, formation de 2 personnels repères en santé mentale dans chaque lycée, collège et circonscription. Autant d'annonces qui vont dans le sens des recommandations de notre collègue Hervé Reynaud, recommandations essentielles car elles sont hélas l'expression d'un mal plus profond, celui de la violence à l'école. Hier, au nom de mon groupe, je participais avec mes collègues Yan Chantrel et Colombe Brossel à la CMP conclusive sur la PPL relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Si j'évoque ce point à la tribune, ce n'est pas tant pour mettre en avant le remarquable travail sénatorial sur ce sujet, mais pour illustrer à quel point des faits de violence que l'on dénonce à l'université sont à identifier et à combattre dès le plus jeune âge. Une violence qui se manifeste sous différentes formes, alors même que les élèves, enfants de la nation, doivent pouvoir, dans un lieu sûr, apprendre et s'épanouir en toute confiance. C'est pourquoi, au-delà de ce que vous avez annoncé ou initié, il est urgent de redessiner un cadre éducatif qui combat toute forme de violence. Cela concerne en premier lieu les violences physiques. Si je n'évoquerai pas en détail les raquettes ou rixes aux sorties des établissements, je souhaite insister sur un phénomène préoccupant, inquiétant que j'ai hélas observé pendant 16 ans en tant que maire dans une ville parfaitement apaisée en vallée de Chevreuse. Je veux parler de la dérive des violences verbales, voire physiques, dans les cours d'école, et ce, dès la maternelle. Dans une perspective d'épanouissement et de meilleur apprentissage, nous devons nous questionner positivement quant à la place du sport et des activités physiques à l'école, mais aussi de l'introduction d'exercices et des marches de respiration, de méditation et de concentration au moment des temps de pause. Nous changerions de paradigme en plaçant le bien-être en lieu et place de la lutte contre la violence. Et j'en suis sûr, cela participerait grandement à un meilleur apprentissage des connaissances académiques. Une seconde forme de violence de plus en plus insidieuse concerne le cyberharcèlement. Le sujet est d'autant plus complexe que l'éducation nationale encourage, et je pense à raison, l'usage du numérique dès la 6e. Nier l'utilité de ces nouvelles possibilités éducatives serait absurde. Il semble donc impératif d'agir pour renforcer l'accompagnement du personnel éducatif, la sensibilisation des parents et sûrement adapter la législation quant à l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs ou en tout cas pour les plus jeunes. Une troisième forme de violence, rarement volontaire et donc peu abordée, concerne la violence liée à l'enseignement lui-même. La pression de finir les programmes, les classes surchargées, finissent par créer une tension quotidienne dans les missions d'enseignement, ne permettant pas aux enseignants de tirer profit de l'hétérogénéité des classes. Cette tension, les enfants, les élèves la ressentent forcément. Les évaluations, surtout pour celles et ceux qui se trouvent en difficulté d'apprentissage, voire en situation d'échec scolaire, participent à cette violence psychique.
Il est donc impératif de remettre au cœur du dispositif pédagogique le plaisir d'apprendre, le ludique, et de développer un travail personnalisé qui soit positif et cesse de rabaisser l'élève. En ce sens, un usage approprié et adapté de l'intelligence artificielle est une opportunité à saisir et je sais que vous y êtes particulièrement attachés. Enfin, et plus généralement, il s'agit aussi que l'école, le collège, le lycée, soient réellement perçus par les enfants, par les élèves, comme une maison bienveillante et enrichissante. Cela sera possible si et seulement si nous dotons des moyens nécessaires et si en plus des points abordés lors de ce débat, nous créons par exemple des espaces d'échange, de débat et de formation à la citoyenneté tout au long du parcours éducatif en fonction de l'âge et du degré de maturité au sein des établissements et en lien avec les autres structures publiques locales le cas échéant. Pour conclure, Madame la Ministre, l'ensemble du groupe socialiste, écologiste et républicain prend acte de vos déclarations, de vos annonces au cours de votre conclusion et nous en savons gré. Vous pourrez compter sur l'ensemble des sénatrices et sénateurs de notre groupe pour vous soutenir dans le cadre du PLF 2026, pour que les moyens, en particulier humains, soient bien au rendez-vous des attentes de la communauté éducative et des élus afin de lutter contre toutes les formes de violence à l'école.